Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Surtout que tu m'intrigues un peu parce que tu vas nous parler du Spirit Lake ou le lac de l'Esprit. Oui, ben ça ne dit rien du tout, ça. Quand je te dis admettons si je te dis le camp de Spirit Lake. Non, pour de vrai, là, ça manque à ma culture. OK. Si, admettons, je te parle de camp d'internement au Canada, est-ce que tu me croirais? Là, on parle pas de camp d'extermination comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais un camp d'internement, un camp d'emprisonnement pour des prisonniers qu'on peut dire, entre guillemets, politiques au Canada. Le Spirit Lake, Simon, c'est à Amos. C'est aussi proche qu'à Amos, tiens donc. Oui, c'est à Amos. Et puis, pourquoi que je veux parler de ça, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, là, on parle de janvier 1915. OK. Ça fait... On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Ça fait quelques mois seulement que la Première Guerre mondiale est déclarée. Oui, est commencée. Et puis, à Amos, il va y avoir la construction d'un camp d'internement pour des prisonniers politiques. Alors, là, on est au Canada. Alors, ça va être des gens de nationalité austro-hongroise, allemande, ukrainienne, etc. Mais surtout, des gens qu'on pense qui sont potentiellement, Simon, des espions à la solde des pays de la triple alliance. Et là, des espions à Amos. Oui, c'est... Loin de moi l'idée de dénigrer l'Abitibi-Témiscamingue. Comprends-moi bien. Même en 1915. Tu veux espionner quoi en Abitibi? Oui, c'est ça. Comme secret d'État, là. Ouais, mais comment je te dirais ça? C'est pas que c'est des gens d'Amos. Excuse, je viens de me trouver vraiment drôle. Juste parce que je me disais, je comprends que le camp est à Amos, mais c'est pas nécessairement pour la population d'Amos, c'est que les gens dans le Québec qui pourraient être de présumés espions sont envoyés dans ce camp-là qui est à Amos. Et puis pourquoi Amos? C'est que Amos, la région autour d'Amos, parce que quand on parle du Spirit Lake, là, c'est aux alentours du village de La Ferme, en Abitibi. Et puis dans ce temps-là, en 1915, il y a 400 personnes à Amos. Il n'y a personne. Il y a personne en Abitibi. Fait, quoi de mieux que d'envoyer un camp directement au milieu, dans ce temps-là? Okay? De rien. De rien. De nulle part, Simon. Alors, on va décider... On s'entend que tu essaies de t'évader dans le temps. Pas de route, là, tant que ça. Tu te perds vite. C'est pas tant une bonne idée, nécessairement, d'essayer de s'évader. Ça décourage un peu les prisonniers qui vont être là à se sauver. Se sauver où, Simon? Non, mais c'est vrai. Puis là, pour y aller, j'imagine, est-ce que le train est fonctionnel? Le train se rend... si le train ne repasse pas, ouais, c'est ça. Tu sais, mais à pied, c'est une bonne trotte, là, Montréal. On parle de janvier 1915. C'est ça. Essaye de te sauver en plein hiver abitibien en 1915. Bombardier ne s'est pas encore étendu là, sur le Témiscamingue. Exactement. En 1915. Ouais, c'est ça. Alors, parlant de train, il y a un premier train de prisonniers qui va arriver le 13 janvier 1915. OK. Alors, c'est pas un camp de concentration. C'est un camp de gens qui vont être détenus parce qu'on pense peut-être à une potentielle alliance avec l'Europe nazie Ben, pas encore nazie. C'est pas encore nazi, mais l'Europe allemande là, qui déclare allemande, la austro-hongroise, tout ça, les pays ennemis du Canada, de la Grande-Bretagne, etc. pendant la Première Guerre mondiale. Alors, comme j'ai dit, c'est pas un camp d'extermination, un camp de concentration, c'est un camp d'internement. Alors, les prisonniers, il n'y aura pas de sévices qui vont être pratiqués, si je peux dire, sur ces gens-là. Détenus, point. Sont détenus. Sûrement, j'imagine, interroger aussi un peu, dans le sens de savoir. C'est certain. Si tu penses que tu es un espion, j'imagine que tu vas y poser quelques questions, voir si c'est vrai, pas vrai, etc. C'est ça. Et puis, tellement, Simon, que ce camp-là, je vais y arriver, mais il va être là pendant 2 ans seulement. Il va être même pas là jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il va être dissous avant. Il va être dissous avant.
Et puis, qu'est-ce qu'on faisait, dans le fond, comme j'ai dit tout à l'heure, on a enfermé les potentiels ennemis de l'État, austro-hongrois, allemands, etc. Le premier train, il va y avoir 109 prisonniers qui vont être amenés là. D'un peu partout, je te dirais, au Québec, nord d'Ontario, des gens de ces pays-là. Et puis, comme je dis, on dénote pas d'extrême violence. Les prisonniers vont être appelés à travailler. Alors, on va leur demander de couper du bois, défricher, de dessoucher, de défricher. Et puis, c'est ça. Dans le fond, comme j'ai dit tout à l'heure, la population d'Amos, c'est environ 400 habitants. Et puis, dans le plus gros de l'histoire du camp de Spirit Lake, il va y avoir 1200 prisonniers. Quand même, hein? Alors, c'est 3 fois la population du village d'Amos à côté. Tu sais, imagine, là, t'es un camp de prisonniers, t'es dans un petit village de 400 habitants. Tu sais, environ, mettons, là, on va mettre ça à l'échelle d'aujourd'hui. T'as Rimini, OK? Et puis, tu sais qu'à quelques kilomètres, t'as un camp de 1200 prisonniers politiques. OK? T'espères qu'ils... T'espères qu'il se passera rien. Ils sont pas en clôture. C'est ça. C'est pas loin, tu sais. Exactement. Et puis, c'est ça, dans le fond, 2 ans plus tard, comme j'ai dit, le camp va être fermé. On va envoyer les prisonniers du camp de Spirit Lake dans des usines de production de guerre, alors de production d'armement, de vêtements, etc. On va les utiliser à bon escient pour l'effort de guerre. T'sais. Exactement. Et puis, mais par exemple, comme on a dit, ils vont être quand même utilisés à bon escient quand ils vont être à Spirit Lake. Parce que, veut pas, c'est fou de penser ça, mais les 2 ans où est-ce qu'il va y avoir des prisonniers à Spirit Lake, ben ça va tellement couper du bois. Ça va se défricher, Ça va se défricher, Simon. Alors, quand le camp va fermer, il va y avoir des terres cultivables déjà prête pour des colons près d'Amos et de la ferme. Beaucoup plus rapidement que s'il y avait juste eu les 400 habitants d'Amos. Là, exactement. Fait que le camp de Spirit Lake a contribué à la colonisation de la MRC d'Abitibi, Simon. Fait que c'est pour ça que je viens d'en parler aujourd'hui. Ben oui, c'est une très bonne analyse, effectivement. Ben oui, et puis c'est on a vu tantôt, il y en a beaucoup sûrement dans leur auto en ce moment que Spirit Lake, au début de la chronique, que c'est ça. Ben écoutez, ça a été très important dans l'histoire de l'Abitibi. Là, on parle pas du Témiscamingue, mais de la MRC d'Abitibi, Amos, la ferme, etc. Ça a été très important pour la colonisation. Et c'est bon à savoir, ça ramène une petite corde de plus à l'arc Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Et puis, concernant ces fameux camps, il y en avait un à Amos, mais il y en a eu 24 sur le territoire canadien pendant la Première Guerre mondiale. En tout, il va y avoir 8000 prisonniers politiques qui vont être enfermés dans ces 24 camps. Et 1200 à Amos, on s'entend que c'était pas un petit camp. Hein? Exactement, tu as tout compris. Et puis 1200 de ces 8000-là vont être à Amos, ici, chez nous. Alors, voilà, Simon, c'était la petite histoire de Spirit Lake. Belle tranche d'histoire, j'aime bien ça. Moi, je savais que tu allais apprécier ça. Du nouveau, comme ça, tu dis, voyons donc, moi, Spirit Lake, là. Exactement. Alors, voilà, et avant de quitter, je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur notre page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon. Si vous voulez nous encourager à hauteur de 2$ par mois, eh bien, c'est le Patreon, patreon.com/SLTDH. Et puis, la semaine prochaine, Simon, pour la dernière de 2022. Oui, on va prendre un petit congé des fêtes pour revenir en force en janvier. Exactement. Et puis, pour la dernière de l'année, on va se raconter une histoire étrange qui s'est passé dans le temps de Noël. J'en dis pas plus, là, mais une histoire étrange qui s'est passée à Noël. Rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe arborant sa tuque de Noël gothique. Elle est belle, hein? Oui, parce qu'elle est noire et blanche. Donc, bonjour Jérémy Rivard. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va bien et toi, mon cher? Oui, ça va très bien. C'est Noël, hein? Ça peut pas être plus proche de Noël que ça, le 22, là. On est Noël -2. Exactement. On va y aller cette semaine, mon cher Simon, avec une chronique historique spéciale Noël, hein, comme j'ai dit la semaine dernière.
mais qui ne se passe pas au Témiscamingue ni au Québec. Ça va se passer aux États-Unis en 1945. OK. Une histoire plus... c'est un mystère, je dirais. C'est une histoire mystérieuse qui est dans l'imaginaire américain depuis toutes ces années-là. C'est ça, depuis maintenant quasiment 80 ans. Ça s'est déroulé à Lafayette, en Virginie-Occidentale, en 1945. Et puis, ça concerne la famille Soder. OK. Qu'est-ce qui se passe, dans le fond, c'est que le 24 décembre 1945... OK, on est juste après la guerre. Oui, ben c'est ça. La guerre vient juste de terminer. C'est Noël après la guerre. Là, mais c'est un événement triste et mystérieux. Il va y avoir 5 enfants, OK? 5 enfants âgés entre 6 et 14 ans d'une même famille, de la famille Soder, qui vont disparaître lors de l'incendie de leur maison. OK? Alors, ils vont pas brûler, ils vont disparaître. Ben, tu vas voir, parce que ça laisse place à l'interprétation et à l'imagination. Okay. Parce que ces 5 enfants-là, qui se nommaient Betty, Janie, Louis, Martha et Maurice Soder. Et puis là, pour les amateurs de hockey, je ne parle pas de Moritz Seider, non, c'est pas... des Red Wings de Détroit. C'est pas le même. Là, c'est pas le même. Alors, Maurice Soder, ces 5 enfants-là vont disparaître justement dans l'incendie de leur maison. Mais là, sûrement, tu vas me dire, ben oui, mais ils sont restés dans la maison et puis l'inévitable est arrivé. Mais non, c'est ça l'affaire, Simon. On n'a pas retrouvé les corps. On n'a pas retrouvé les corps de ces enfants-là. Pour aller très rapidement, l'incendie va se déclarer vers 1h30 du matin. Oui. Les parents, ainsi que 4 de leurs enfants, alors il y en a 9, alors 4 des 4 de leurs enfants, c'est ça, vont réussir à sortir parce qu'on ne trouve pas les enfants dans la maison. Les 5 autres. Quand on voit que l'incendie s'est déclaré, on vérifie rapidement. Et on ne trouve... tu sais, quand tu trouves pas la moitié de tes enfants dans la maison, il y a un problème. Là. Ben, puis c'est parce que c'est pas de montre, là. C'est ça. C'est gros, un enfant... Ben, c'est ça. Ben, c'est pas un bébé, 14, là. C'est ça, c'est pas des bébés, ado, c'est des gens, c'est des humains, là. Exactement. Tu sais, il y a un ado dans le tas, puis tu sais, il n'y a pas de cri, il n'y a rien. Alors, on sort de la maison en pensant, ben, ils sont sortis. Ben, probablement. Ils ont pris une porte ailleurs, ils l'ont entendu avant nous, puis ils sont déjà partis. Exactement. On espère. Oui. Alors, on arrive à l'extérieur de la maison. Il n'y a personne d'autre. Les 2 parents, 4 des enfants, et la maison est rasée, malheureusement, par les flammes à la veille de Noël 1945. Le lendemain, le 25 décembre, eh bien là, il va y avoir une enquête de la police de Lafayette, en Virginie. Et puis le chef de police, qui s'appelait F.J. Morris, va demander aux parents s'ils sont bien certains que les enfants étaient à la maison. Ben, en même temps, ils vont répondre, ben oui, écoute, c'est la veille de Noël, on s'est tous couchés en même temps. Oui, ils étaient dans la maison, mes enfants. Ils ont vu hier soir, enfants. on a soupé ensemble, on s'est tous couchés, puis voilà. Exactement. Alors, les parents Soder, parce que là, il va y avoir une enquête, puis écoute, on trouve rien. On va trouver des ossements, OK? On va trouver un foie, mais par après, tu sais, un foie, c'est bizarre, là. T'sais, on s'entend, il n'y a pas d'autre chose que des petits morceaux d'os et puis un foie, mais pas le reste du corps, le reste du squelette, etc. Exactement. Puis là, on va se rendre compte que c'est un foie de bœuf. Oh! Fait que là, c'est quoi l'affaire, là? C'est quoi au juste, là? Fait que les parents ne vont jamais croire que leurs enfants sont décédés dans l'incendie de leur maison. Ils n'ont rien trouvé, il n'y a pas de preuve, donc logiquement, ils se sont échappés ou ils sont partis dans la nuit. Exactement. Et puis, tu sais, on s'entend des ossements... Mettons un fémur humain, là, le fémur, c'est l'os le plus gros de la jambe. Là. On retrouve rien de ça. Et puis la police va dire, de toute façon, c'est impossible qu'il y ait eu incinération des corps, puis qu'on n'ait rien retrouvé d'autre que ces petits morceaux d'os. Et puis ce foie, je vous rappelle, un foie qui est comme dans la braise, là, qui est pas calciné, là, puis qu'on est capable de dire, ben là, c'est un foie de bœuf. Alors, les parents, jusqu'à la fin de leur jour, ne croiront jamais à ça. On va croire à l'enlèvement
avant l'incendie criminel de la maison. On va tellement pas croire à la mort des 5 enfants que les parents vont faire installer devant la maison, devant l'endroit où il y avait la maison, un énorme panneau avec des photos des 5 enfants qui va rester là pendant des décennies. Simon, je pense que c'est jusqu'aux années 90 que ça va rester là. Du genre, si vous les avez vus, exactement, si vous les reconnaissez, ce sont nos enfants, faites-nous signe. Oui, exactement. Et puis, c'est ça. Puis là, on se demande, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose à quelqu'un pour qu'il vous en veuille de cette manière-là? À ce point-là, de partir, d'enlever vos enfants? Ou est-ce que ce sont les enfants qui, de leur propre chef, pour une raison qu'on ignore, ont quitté dans la nuit? C'est ça, il y a rien qui amène cette théorie-là parce que les enfants, il n'y avait aucun problème avec leurs parents. On parle d'enfants de 6, 8 jusqu'à 14 ans. Là. Fait qu'il n'y a pas de possible de il n'y a pas de giga-crise d'adolescence ou quoi que ce soit. Là. Ça se passait bien. Exactement. En 1946, dans l'année 1946, quelques mois plus tard, il va y avoir un témoin qui va se manifester et qui va dire « Moi, je passais par là, bizarrement, à 1h30 du matin. Et j'ai vu... » On se comprend? Et puis, j'ai vu quelqu'un lancer des boules de feu sur la maison. Fait que là, on va partir avec ça. Le chef Morris, le chef de police, va partir avec ça. Et puis, on va trouver aucune preuve, Simon, en lien avec cette théorie-là. On dit que le père Soder, George Soder, excusez-moi, se serait pogné, comme on dit ici, se serait pogné avec un agent d'assurance dans l'année 1944 ou 1945, je m'en souviens plus, avec un agent d'assurance. Et puis l'agent d'assurance serait parti de la maison de chez les Soder en disant « Votre maison, un jour, va brûler avec vos enfants dedans. » Tu sais, un bon vendeur d'assurance qui est sûr de vouloir des nouveaux clients. Ici, c'est quoi les bons trucs pour recruter des bons clients? Là, tu sais, on parle de 80 ans. Fait que c'était une manière, si on a déjà des agents d'assurance, c'est une manière, il y a 80 ans, de s'assurer de la bonne clientèle. Mais encore là, tu n'as pas de preuve envers l'agent, tu retrouves pas rien. On retrouve l'agent, Simon, et puis on fait une enquête sur lui, il n'y a aucun lien avec l'incendie. Blanc comme neige, etc. Exactement. Une autre théorie, la famille Soder est d'origine italienne. Okay, ça sonne pas très italien, Soder, mais Soder. Mais George Soder aurait mentionné à des amis son aversion envers le régime de Mussolini. Là, comme tu as dit, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Lui parle contre Benito Mussolini, etc. Et puis, il paraît que la mafia italienne a eu vent des paroles de George Soder. Et peut-être que ce serait eux qui auraient brûlé la maison avec... Caché dans le bois avec 9 enfants, là, t'es pas super menaçant pour une mafia ou un ministre déchu ou quoi que ce soit. Là, Puis encore là, c'est pas un chef de gang, le père de la famille. Là. C'est ça, exactement. C'est un citoyen, un immigrant italien. Puis encore là, on trouve pas de preuve que la mafia italienne a fait ça. Okay. Et puis là, le côté, je termine avec ça, l'affaire la plus mystérieuse là-dedans, Simon, parce que là, à date, c'est comme, OK, regarde, c'est... On n'a pas de preuve de rien, mais il y a encore rien de... C'est un incendie de maison. C'est ça. En 1968, 23 ans plus tard, une des sœurs survivantes de Jenny, la petite Jenny... Une des 4 qui est sortie avec la famille. Oui, excuse-moi, une des 4 enfants survivantes va recevoir une photo par la poste avec... c'est un jeune homme, je te dirais à peu près une trentaine d'années, 25-30 ans, et puis il est écrit à l'arrière « Louis Soder, j'aime mon frère Frankie, 35 ». Comme si c'était un des 5... Un des 5 qui aurait envoyé, ou quelqu'un aurait envoyé une photo d'un des 5 qu'on n'a pas retrouvé. Oui, mais une photo de lui, pareil comme si c'était Louis Soder qui aurait envoyé une photo de lui 23 ans plus tard à une de ses sœurs. Et puis, je te dis, Simon, là, on est à la radio, ça se voit pas, là, mais la ressemblance entre le petit, en 1945, puis le jeune homme, 25-30 ans, c'est frappant comme ressemblance, Simon. On s'entend. Puis on s'entend que Photoshop n'existe pas dans ce temps-là. Non. Pour vieillir les visages. Il n'y a pas d'application Snapchat pour vous faire vieillir, OK? Écoute, Simon, comme j'ai dit, la ressemblance est frappante. Et puis, la sœur Jenny va penser toute sa vie que c'est son frère qui a envoyé ça de on sait pas où, mais juste pour dire, écoute,
je suis vivant, voilà une photo de moi rendu à l'âge de 25-30 ans. Okay? Mais la question demeure, Simon, on n'aurait jamais réussi à trouver le destinateur de cette photo-là. Et puis la question demeure encore aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec les enfants Sauder le 24 décembre 1945? On est en 2022 et on ne le sait toujours pas. Wow. Alors voilà, c'était mon histoire mystérieuse de Noël, mon cher Simon. Avant de quitter, je veux souhaiter un joyeux temps des fêtes aux auditeurs du FM 93.1 et surtout, bien sûr, de ceux qui suivent les chroniques historiques depuis maintenant quasiment 1 an et demi, mon cher Simon. Oui. Quasiment 2. Hein? Ça va vite. Ça va vraiment vite. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. N'oubliez pas d'aller rejoindre notre page Facebook. Aimez la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, podcast, et puis notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Merci beaucoup, Jérémy. On se retrouve en janvier. Merci. Chronique historique en ce début d'année 2023 en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Hey, bonne année. Hey, bonne année. Bonne année 2023. On se l'était dit parce qu'on se connaît, mais on se dit en ondes. On ne s'est pas parlé depuis la dernière chronique. Dans le temps des fêtes, on ne s'est pas parlé. Non, c'est vrai. Bon, bonne année, mon cher. C'est bien correct qu'on se parle pas aussi, là. Ouais, c'est ça. Prendre un break, là. Oui, c'est ça, maintenant, là. Hein? On se calme. Alors, dans quel univers nous amènes-tu ce matin, mon cher? C'est le début d'année, Simon. Oui. Hein? On n'a pas le choix de parler des résolutions. Ah oui. Hein? Oui. Est-ce que tu es du genre à prendre des résolutions, toi, mon cher, en début d'année? Non, pas vraiment, non. Regarde, j'en prends pas dans l'année, fait qu'imagine au début, c'est encore plus dur. Ouais, c'est ça. On est en plein dans le temps où, tu sais, les journées n'ont pas encore commencé à rallonger. C'est l'hiver. Si, exemple, tu n'es pas adepte de skidoo 4 roues, sport d'hiver, etc., ce qui est un peu mon cas, pas dans le sens que j'aime pas ça, mais dans le sens que je ne le fais pas, tout simplement. Je te verrais bien en snowboard. Oui. Moi, c'est parce que je pogne en feu, je descends trop vite dans la piste, c'est ça qui arrive. Si t'es pas ça, t'es comme dans une période où, peu importe la résolution que tu vas prendre, t'as rien pour t'épauler ou t'appuyer, là. Fait que garde, fais-en pas, ça va être moins de trop. Exactement. Et puis là, on est rendu quoi, le 12? Oui. Le 12 janvier. Déjà. Alors, déjà, j'aurais aimé ça la faire avant cette chronique-là, parce que déjà, ceux qui ont pris des résolutions en début d'année, eh bien, ils les ont abandonnées. Rendu au déjà, il les... Tu sais, le gars, il sait déjà. Les gens m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient abandonné leur résolution. Rendu au 12, là, la moitié des gens qui en ont pris les ont déjà abandonnés. Écoute, Simon, pourquoi je parle des résolutions? Je vais parler de l'histoire, d'où ça vient, hein, parce que oui, il y a une histoire à ça. D'où ça vient de prendre des résolutions. Ça n'a pas parti d'un gars de Charlevoix qui a décidé de prendre une résolution. Non, ça fait bien plus longtemps. On s'entend, là. Ça remonte, là, les résolutions. Absolument. Et puis, c'est selon un sondage que j'ai lu dans le temps des fêtes, qui est sorti, un sondage léger qui a été fait en début 2023, qui dit que 60% des Québécois ont l'intention de ne pas avoir de résolution en 2023. C'est quand même beaucoup. 3 sur 5 qui disent, moi, pas de résolution cette année. Exactement. Alors, il y a 40% des autres, hein, 40% des gens qui disent, eux, vont en prendre des résolutions et ils vont les tenir au moins 2 semaines. 12. Ouais. Jusqu'à matin. Ouais. Alors, pour ceux, ça dépend. Une résolution plus facile, les résolutions de perte de poids, c'est un travail de longue haleine. On s'entend. Exactement. Les résolutions de on jase, plus écrire avec un crayon bleu, on s'entend que plus facile un peu. Des mini-résolutions, on est capable d'en prendre dans une journée. C'est là, ça, mais perdre du poids, arrêter de fumer, changer quelque chose de drastique dans l'habitude de vie, c'est sûr que c'est plus difficile. Exactement. C'est surtout ça qui sort, la perte de poids, faire de l'exercice. Il y a justement 36% de ces 40-là, de ces 40%, une personne sur 3 qui veut faire plus de sport ou bouger plus. Oui. Alors, une personne sur 3. 28% veulent perdre du poids. 24 veulent manger mieux. Ça a vraiment rapport à la santé. En tout cas, à date, là, on s'enligne dans la même catégorie. Exactement. 16% de l'ensemble de la population veut faire plus d'argent. C'est une résolution. Ça, c'est une résolution, mais en même temps, c'est... je pense plus que c'est... Non, peut-être pas. C'est dur. Un but dans la vie d'en faire plus. Pas nécessairement. Il y a des gens pour qui l'argent, c'est un peu moins important que
la santé, la famille, le temps passé en famille, etc. Mais bon, c'est ça. Alors, 16% veulent faire plus d'argent. 21% veulent épargner ou payer des dettes. Pendant ça va avec faire qui ont été plus contractés, d'argent. c'est ça, qui ont été contractés pendant l'année 2022. Et puis là, ça m'amène justement à l'histoire d'où ça vient ça de prendre des résolutions. Oui. Et c'est pour ça que j'ai nommé payer ses dettes et épargner, parce que ça vient de, imagine-toi donc, ça vient du temps des Babyloniens. Ça remonte à loin. Ça remonte à vraiment loin. Babylone, c'est une ville qui n'existe même plus. Ben non, c'est ça, ça fait 2000 à 2500 ans environ. Que dans le temps, les Babyloniens, qu'est-ce qui, dans le fond, en début d'année, ils voulaient payer leurs dettes. Contractées. C'est ça. En clair, on a l'esprit. Exactement. L'esprit clair et précis, puis après ça, on peut continuer sur d'autres choses. Exactement. Alors, ça remonte à il y a 2500 ans environ de prendre des résolutions. Rembourser les dettes qu'ils avaient accumulées pendant l'année précédente. C'était aussi l'occasion de faire un bilan, mon cher Simon. Oui, pourquoi pas? On le fait automatiquement, ça. Tu sais, qu'une année commence, OK, on va faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour moi? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, etc. Alors, les Babyloniens, c'est pas mal eux qui ont commencé à faire ça en début d'année. Mais l'année, pour eux, ne commençait pas le 1er janvier. Ah non? Ça commençait au printemps. Au solstice d'été? Oui, solstice d'été. Donc, 21 juin. Été, ouais, à peu près. C'est là où est-ce que l'année commençait, où est-ce que on commençait à pas à récolter, mais à planter nos... Oui. Et puis, dans le fond, c'était l'occasion, en même temps, de faire un nouveau départ, comme avec la Terre, de faire un nouveau départ. Ça doit être plus facile un peu en été, comme ça, me semble, de partir quelque chose, puis de dire, bon, ben là, je me lance, puis je me donne un défi. Il me semble que le 1er janvier, c'est austère comme... Tu viens d'arriver du temps des fêtes, les cartes de crédit sont loadées. Hey, en même temps, les mois n'existaient pas. Hein. Faut dire qu'il y a 2500 ans, les mois n'existaient pas. Et puis l'hiver en Mésopotamie, on s'entend que c'est pas l'hiver au Thémis. C'est très différent. Là. Il tombe pas 6 pouces de neige par... Exactement. Non, c'est ça. Et puis dans ce temps-là, c'était à peu près une dizaine de jours qui étaient consacrés au Nouvel An babylonien qui se fêtait, comme j'ai dit, à l'équinoxe de printemps, vers le mois de mars. Okay? C'était à peu près au mois de mars. On pratiquait des rituels, des rituels de promesses qu'on appelait, où est-ce qu'on s'adressait aux dieux Marduk et Nabu. Comment t'as appelé le premier dieu? Marduk. OK. Et pas Nabo, mais Nabu. Et puis, on échangeait ces promesses-là contre leur protection et puis leur bonne volonté, n'est-ce pas? C'était sérieux, là. Ah oui, c'était sérieux. Alors, 10 jours où est-ce qu'on voulait parler aux dieux Marduk et Nabu, Simon. Et puis, ça s'est transmis... Ça s'est transmis avec l'Empire romain, Simon. Oui. Alors, tout de suite après, vers l'an à peu près moins 700, moins 500, où est-ce que dans l'Empire romain, c'était un peu la même chose. Et puis, à partir de l'Empire romain, ça s'est transmis jusqu'à nous, hein, parce que après ça, l'Empire romain s'est dissous. Toutes les tribus germaniques ont adopté les pratiques romaines, dont justement le Nouvel An, prendre des résolutions. Et puis, ça s'est rendu jusqu'à nous avec nos ancêtres, les Francs ou les Gaulois. Et puis, c'est pour ça, Simon, qu'on prend encore des résolutions en début d'année. Écoute, c'est une belle façon de commencer l'année, effectivement. C'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais c'est une très belle façon de commencer l'année. Absolument. Et puis, pour terminer, mon cher Simon, n'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, patreon.com/SLTDH. Et n'oubliez pas de faire, de faire des rituels au nom du dieu Marduk et Nabu. Alors, c'est important. Voilà. Alors, bonne semaine, bonne fin de semaine, mon cher Simon. Oui, à toi aussi. Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Hey, ça va très bien. T'es là et tu commences ma journée en beauté. J'ai toujours hâte d'arriver au jeudi matin, Simon, pour la chronique historique. Ben maintenant qu'on a la chance de la faire pas mal tout le temps en direct, c'est encore plus le fun parce que l'interaction est là, c'est sûr. Donc, ouais, mais les gens ne savaient pas, mais avant, je te dirais, là, à peu près, c'est quoi? Ça fait à peu près 6-7 chroniques que je fais oui, effectivement. en direct à radio. L'année
passée, là, ou presque, complète, on pré-enregistrait les chroniques, Exactement. Le dimanche, on venait ici enregistrer 4 chroniques en ligne. Et puis, ça ressemblait pas à ça, mais c'était du podcast. C'était le fun, effectivement. Mais là, c'est encore plus le fun en vrai. Exactement. Mon cher Simon, aujourd'hui, t'as aucune idée de quoi je viens de parler. Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler du projet de 11e province canadienne? Non. Non? Une province qui se serait étendue de l'Abitibi-Témiscamingue jusque dans le nord-est ontarien pour aller englober la baie James. Un projet qui est né dans les années 60, une idée qu'on a pensé dans les années 60 de faire de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien une 11e province canadienne. Se dissocier du Québec. Exactement. Et l'autre partie de l'Ontario pour devenir une 11e province. Une 11e province. Une 11e province qui, je crois, aurait été viable, mon cher Simon, dû aux ressources naturelles que nous avons sur le territoire. Et puis là, justement, on parle des années 60, on est dans le boom minier abitibien en plus. Et du nord-est ontarien. Alors, de grands projets viennent en tête de certains individus. Tu piques ma curiosité, mon cher, ce matin. Ouais. J'aime ça. Ben, il n'y a pas grand monde. Il y a une raison pour ça. Pourquoi on ne s'en souvient plus, mais ça a été un sujet de discorde dans les années fin 60 assez rocambolesque. C'était pas tabou, mais les gens aimaient plus ou moins parler de ça parce que ça menait à de la chicane ou des altercations. Okay. Chicane, etc., mais tu vas voir. Dans le fond, on est dans les années 60, 1966. À Montréal, 1966, le temps est à la fête, n'est-ce pas? On construit la future Expo 67. On dépense sans compter. On construit des îles. L'île Sainte-Hélène, où est-ce qu'on... Jean Drapeau a jamais autant signé de chèques. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, ça aurait été, là... Écoutez, là, si François Legault avait fait ça aujourd'hui, il y aurait eu des enquêtes pour voir s'il y avait des appels d'offres parce que ça n'avait aucun bon sens. On a construit des îles sur le fleuve Saint-Laurent, dont l'île Sainte-Hélène, où est-ce qu'aujourd'hui il y a le circuit Gilles Villeneuve pour la Formule 1. D'après moi, ce sont des îles artificielles, ça. C'est le premier politicien, Jean Drapeau, à avoir une étampe pour sa signature parce qu'il était tanné de... Ça n'avait pas de bon sens. Tout le temps signé partout. Lui, il disait, je veux de quoi, je vais l'avoir, puis... Il l'avait. Alors, 1966, c'est ça, on dépense sans compter pour l'Expo 67. Plusieurs gens de l'Abitibi-Témiscamingue, en voyant ce qui se passe dans la métropole, vont être outrés, mon cher Simon, de ça, parce qu'on se rend compte que dans la métropole, on dépense justement sans compter, et puis qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a encore des foyers qui n'ont pas l'électricité courante. Il y en a qui n'ont pas l'eau courante. On se rend compte de l'iniquité, là. Ben c'est ça, c'est comme un peu, pas le tiers-monde, on s'entend, les années 60, c'était viable au il y a quand même une bonne différence entre les deux. Il y a une différence entre ça, puis on construit des métros, puis des îles, puis des pavillons, etc. pour l'Expo 67. Alors, dans la tête de certaines personnes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien, on se rend compte que, parce que du nord-est ontarien, on se rend compte que la richesse s'en va à Toronto. Oui. Nous, à Montréal. Puis là, on se dit, il y a vraiment une iniquité. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que nous autres, on est encore à rouler... Moyen-Âge, mais on roule encore dans la boîte au printemps quand on faisait la neige fond. Les bonnes blagues, les autres sont en auto, puis nous autres, on est encore en calèche. Quasiment, là. C'est ça. Quasiment. Il y a des voitures, mais quand même, on s'entend que c'est vraiment différent de Montréal. Oui. À cette époque-là, justement, la région, l'Abitibi, là, on parle pas juste du Témis, mais de l'Abitibi-Témiscamingue, on est en plein développement. Encore, comme j'ai dit, l'électricité n'est pas encore partout, l'eau courante, etc. Il y a juste une seule route, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on peut passer par l'Ontario pour aller à Montréal, mais il y a juste une seule route qui se rend en Abitibi et c'est la route du parc, de la Vérandrie. Mais pour vous décrire la route du parc de 1966, c'est une route de gravelle. Ça devait être pas pire là-dedans. Ça devait être tellement dangereux. Écoute, ça devait justement prendre le double du temps pour se rendre en Abitibi ou bien se rendre à Montréal. Fait que c'est une route de rang.
pour se rendre chez nous. Et puis, là, il y a un politicien de Val-d'Or qui s'appelait Wilfrid Sabourin. Oui. Que lui a été maire de Val-d'Or vers la fin de sa vie, justement, entre, je crois, 1968 et 72, si ma mémoire est bonne. Mais avant, en 1966, c'est lui et quelques individus autour de lui qui vont amener l'idée: pourquoi ne pas créer une 11e province? Parce que nos richesses, on s'entend qu'elles s'en vont toutes ailleurs elles ne nous profitent pas. Exactement. Il y a plus de richesses qui partent que d'argent qui rentre, comme il disait, dans la région. Et puis là, va s'en suivre, mon cher Simon, des assemblées populaires dans des salles communautaires de l'Abitibi, du Témiscamingue, dans des sous-sols d'églises pour prendre le pouls de la population pour savoir est-ce que... On est tout seul à penser ça? On est tout seul aussi... Exactement. On est tout seul à penser ça qu'on se fait avoir? Et puis, il y a des gens qui pensent que oui, mais il y a une majorité de la population, Simon, qui vont dire « Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? » Ça a l'air sorti, justement, du fond du rang. D'où vous sortez ça, de faire une 11e province avec le nord-est ontarien et la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Et puis, justement, il va y avoir plus de gens qui vont dire que c'est ça, que de gens qui vont dire « Hey, quelle bonne idée, mes chers amis. » En 1967, alors quelques mois plus tard, il va y avoir des attentats à Montréal, des attentats dans des boîtes à mal, surtout au coin des rues, qui vont être l'œuvre du FLQ, le Front de libération du Québec. Et puis là, la GRC, Simon, va s'intéresser à ce projet de 11e province. On croit que ça pourrait peut-être venir d'eux autres. Là. Exactement, que les instigateurs de ces sécessionnistes, ceux qui veulent faire sécession, eh bien, peut-être qu'ils sont dans la gang qui font exploser des boîtes à mal. Ça allait jusque-là. Tu le dis que le chemin de Gravel, ça aurait pris 2 semaines avant qu'ils se rendent à Montréal. Là, c'est ça. Exactement. Et puis, la GRC, quelques mois plus tard, va conclure que non, le projet de sécession de l'Abitibi, c'est plus un projet régionaliste que nationaliste, on s'entend. Alors, ce n'est pas des terroristes. Et puis, l'idée du projet va être connue après ça avec... comment je dirais ça? C'est pas cette annonce, mais on se rend compte que c'est connu un peu partout. Hein. De plus en plus, ça se rend à la métropole. Ça fait boule de neige un peu. Exactement, cette idée de 11e province. Et puis là, les journaux vont se moquer de nous, Simon, l'Abitibi-Témiscamingue, gang quasiment de clowns, de fondrants qui pensent faire une 11e province. Et puis, à cause de ça, à cause que justement, il va y avoir des railleries, eh bien, l'idée va tout simplement disparaître. Mourir dans l'œuf. Ça va mourir dans l'œuf et puis les gens vont se désintéresser doucement. Et même que ceux qui étaient d'accord avec l'idée de la 11e province vont renier. Non, moi, j'ai jamais pensé ça. Oui, ils déchantent tout de suite. Moi, je n'étais pas là. Je suis pas là-dedans. Alors, on va renier l'idée et puis le projet va tomber dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui. Simon, regarde, tu n'as jamais entendu parler de la 11e province. Jamais. Alors, tellement on avait honte, finalement, de cette idée-là. Quand, justement, avec toute cette affaire-là de GRC, tout ça, non, on n'a rien fait. De quoi tu parles? C'est quoi cette histoire-là? De ça. 11e province, ça me dit rien. Alors, c'est ça, l'idée va tomber dans l'oubli. Et puis, comme j'ai dit tantôt, Wilfrid Sabourin va devenir, par après, maire de Val-d'Or. Alors, c'était cette chronique, mon cher Simon, sur la 11e province. Hey, j'aime ça. C'est le fun de découvrir des affaires, même en rendu à 41 ans, qu'on savait, mais pas du tout. Tu sais, des fois, t'entends parler de quelque chose, mais t'es pas au courant de l'histoire au complet. Là, c'était zéro open bar. Fait que je trouve ça très, très intéressant. Exactement. Et puis, juste pour te donner une idée de si l'Abitibi-Témiscamingue et le nord-est ontarien étaient devenus une province, à quoi ça aurait ressemblé aujourd'hui? Ouais. Eh bien, ça serait une province d'environ 200 000 habitants, 250 000 habitants, plus de 250 000, avec un territoire quand même énorme, avec des richesses naturelles à n'en plus finir. Les complexes de la baie James seraient dans la province de l'Abitibi-Témiscamingue et non dans la province du Québec. Alors, dans le fond, toutes les richesses hydroélectriques seraient en Abitibi-Témiscamingue. Nord-est ontarien. Exactement. Alors, voilà. Côté territoire, ça aurait été un énorme territoire. On s'entend, ça aurait ressemblé quasiment à la Belgique, cette province-là. Plus grand que l'île du Prince-Édouard. Alors, c'était fou, mais en même temps pas tant.
si on compare à ces données-là. Alors, voilà, mon cher Simon. Avant de quitter la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast, allez aimer ça. C'est, à la fois, c'est la page de mon podcast historique, où est-ce que je parle pas juste de l'histoire du Témiscamingue, mais de l'histoire en général. La page Patreon, patreon.com/SLTDH. Et puis, la semaine prochaine, mon cher Simon, on va parler du lac glaciaire d'Ojibway-Barlow. Je te laisse là-dessus. Oui, ça me dit vraiment quelque chose. Oui. Merci, Jérémy. Voilà. Jérémy Rivard, bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Tu le sais, le jeudi, on commence tellement bien la matinée avec toi en plus. Là, absolument. Nous plonger dans une histoire plus rocambolesque les unes que les autres, remplie en plus d'informations sur notre belle histoire qui est le Témiscamingue, l'Abitibi et même jusqu'à plus grand que ça, allant de jouer dans les légendes des fois. Oui. On se promène de l'histoire du Témiscamingue, de l'Abitibi à l'histoire en général. Ouais. C'est le fun de parcourir, parce que l'histoire... on se promène. Les gens disent l'histoire, ça a une fin parce qu'on est en 2023, on peut juste parler de ce qui s'est passé. Oui, mais dans ce qui s'est passé, là, il s'en est passé. Fait qu'avant que tu réussisses à parler de tout, là, c'est une bonne job. Ben écoutez, je suis là pour plusieurs années. On devrait avoir le temps de couvrir... On va essayer de couvrir toute l'histoire humaine. On va essayer, oui. Ouais, c'est ça, on va essayer. J'espère que t'as bien des cartables parce que ça va être pesant, effectivement. Alors, ce matin, mon cher, on plonge dans quoi? Ben, j'allais dire qu'on plonge dans le lac Ojibway-Barlow. Oui, c'est vrai. Mais non, Simon. Tu vas nous la garder pour une autre fois? Ben, je la garde pour la semaine prochaine parce que là, il s'est passé quelque chose aux États-Unis il y a 2-3 jours. OK. Et puis là, je me suis dit, je vais en parler dans ma chronique parce que j'en ai jamais parlé. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2-3 jours? C'est dans le coin de Los Angeles, il y a eu une fusillade dans une espèce de... Je sais pas si t'en as parlé dans tes nouvelles. Non, j'en ai pas parlé encore, effectivement. C'était sur le point 2, mais oui. Exactement. Dans le fond, il y a eu une fusillade et puis plusieurs personnes sont décédées dans cette fusillade-là. Et puis là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler justement de... Expliquer pourquoi il y a autant de fusillades aux États-Unis, parce que c'est pas juste une impression que vous avez tu sais, mettons, dans les nouvelles, on entend souvent, c'est aux États-Unis, au Texas, dans le sud des États-Unis. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence, non, exactement. Et c'est pour cette raison, Simon, qu'aujourd'hui, je viens parler du deuxième amendement, le fameux deuxième amendement de la Constitution américaine. Est-ce que tu sais c'est quoi ces amendements-là? D'où ça vient? Ou Les amendements, ben écoute, j'imagine que c'est un peu comme les 10 commandements, mais version États-Unis. Oui, exactement, parce que aux États-Unis, ils n'ont pas le même Jésus que nous. Hein? Non. On parle bien sûr ici d'un Jésus blanc avec des guns. Non, écoute, quand on entend des discours de preachers américains... ça peut aller très, très loin. Ça va là. Dans les publicités, admettons qu'on s'en va en campagne électorale, ben dans les publicités, souvent dans le sud des États-Unis, ben les candidats pour être représentants à la Chambre des représentants, ben sont souvent en train de tirer du gun. On ne sait pas pourquoi, mais ça fait tellement partie de leur culture et c'est ça que je viens expliquer aujourd'hui, Simon. Oui. Dans le fond, les amendements, ça vient d'après la Révolution américaine. Dans le fond, en 1791, on a écrit le Bill of Rights, qui est dans le fond 10 droits inaliénables, ok, 10 droits que les Américains c'est sans compromis. C'est sans compromis. Ça, c'est les 10 droits fondamentaux que tout Américain a. Le premier amendement, liberté de religion, liberté de presse, liberté de parole. Oui. Le troisième amendement, là j'ai sauté le deuxième parce que vous allez comprendre. On s'entend. Droit à un procès juste, un procès devant jury. Alors, c'est vraiment des droits, OK? Ça vient, ça je pourrais en parler pendant 15 minutes. C'est des droits et en même temps des privilèges, façon de parler, qui sont indéniables pour les États-Unis. Tu peux pas passer par-dessus. Qui viennent du siècle des Lumières, de ce fameux 18e siècle. Où est-ce que, dans le fond, la Révolution américaine s'est basée pour faire ce pays-là qui est les États-Unis. Le deuxième amendement,
OK, celui que je viens de parler ce matin, c'est le droit de porter une arme pour sa défense personnelle et de former une milice ordonnée dans le but, dans le fond, d'empêcher un tyran de prendre le pouvoir aux États-Unis. OK? Alors, le droit de porter une arme et de former une milice, mais là, je vous rappelle, c'est au 18e siècle. C'est dans les années 1791. OK? Mais on ne savait pas, en 1791, que dans les années 2000, on aurait des armes automatiques, puis que le monde sortirait pour aller faire des carnages dans des salles de danse, comme on a vu le 2 jours à Los Angeles. Ouais. Okay? C'était une époque où est-ce que les armes à feu, eh bien, ce sont des mousquets ou des armes de poing que ça prend 30 à 45 secondes rechargées entre chaque coup. On est loin des armes qu'on a aujourd'hui. Dans le temps, on s'entend qu'en 1791, avoir une arme, tu sais, des fois, tu pouvais avoir aussi le célèbre pistolet qui était comme le mousquet, mais que lui aussi, ça prenait de la poudre puis un plomb là, pour le recharger. C'était long, on s'entend. Oui, c'était long, c'est ça, mais ça date... C'était pas un semi-automatique comme aujourd'hui, là, on s'entend. Mais non, dans le sens que d'avoir cette arme-là, c'était pas pour aller faire un dépanneur, c'était pour protéger sa famille en cas d'un vol, en cas d'une injustice, en cas de quelque chose comme tel. À une époque, Simon, où est-ce que les États-Unis, c'est la côte est américaine, que ce sont pour 95% des agriculteurs, où est-ce que, comme au Canada aujourd'hui, c'est principalement, c'est très majoritairement pour la chasse, les armes à feu, eh bien, au 18e siècle, les Américains s'en servaient pour ça, pour protéger leurs terres, pour tirer un renard ou n'importe quoi. Aujourd'hui, aux États-Unis, sur, je sais pas combien ils sont rendus, 400-500 millions, là. Ils sont 380 millions. 380 millions, là, OK. Sur 380 millions d'Américains, je veux pas dire qu'il n'y en a pas qui chassent, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité ne chasse pas. Tu comprends? Tu sais, dans le sens que la majorité ne sont pas des chasseurs. J'ai besoin fondamentalement d'une arme ou d'armes avec un S chez moi pour chasser. Sur 380 millions, tu ne vas pas me dire que c'est la majorité. Donc, le droit à porter une arme, est-ce qu'il est encore de mise en 2023? Il faut se poser la question. Puis à chaque fois qu'il arrive une tuerie de masse aux États-Unis, t'as le président qui sort, puis là, il faut faire quelque chose, puis il faut arranger les affaires. Il n'y a jamais rien qui change, Simon. On retient justement le 380 millions, 390 millions. Retenez ça, ce chiffre-là. Ça, c'est le nombre d'habitants en ce moment aux États-Unis. Je reviens au 18e siècle. C'est une époque où est-ce que aussi on a peur d'une riposte des Britanniques. Oui. Parce que là, on vient de chasser les Britanniques, l'armée anglaise, du territoire des 13 colonies, du territoire américain. Et puis, on a peur d'une riposte. Alors, d'avoir une arme à feu sur soi ou à la maison, c'est de mise. C'est de la pure logique en 1791. Faut rajouter ça. Exactement. Le Bill of Rights, écoute, ces 10 droits-là, ces 10 amendements, c'est indiscutable. OK? On ne peut pas dire du jour au lendemain, OK, on fait un vote là, à la Chambre des représentants pour au Sénat américain pour supprimer le deuxième amendement. C'est impossible. OK? Mais qu'est-ce qui est possible, par exemple? C'est de faire des lois à côté pour restreindre un petit peu. Parce que là, j'arrive avec mes chiffres bientôt, vous allez capoter. OK? Alors, ce deuxième amendement-là, tu peux pas l'enlever. C'est ancré dans les mœurs américaines. C'est dans leur ADN, Simon. Ce deuxième amendement-là. À chaque fois qu'il se passe justement une tuerie ou une fusillade, eh bien, t'as le groupe de la NRA ou bien des groupes pro-armes qui vont dire c'est dans mes droits, j'ai le droit d'avoir une arme, etc. Au lieu de, même la plupart vont dire, au lieu de dire, exemple, on va désarmer, le réflexe qu'ils vont avoir, eux, c'est de dire, hey, je vais aller ressortir mes fusils pour me protéger en cas d'une tuerie. Non, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever les armes pour pas qu'il y ait de tuerie. Exactement, mais là, c'est la pensée contraire qu'on a. OK, là, la mentalité, surtout dans le sud des États-Unis, OK, là, je veux pas dire dans le nord, c'est surtout dans le sud, dans les régions rurales, on a le réflexe de dire, ben là, il y a plus de tueries, fait qu'il me faut plus d'armes pour me défendre. Voilà. Fait que c'est vraiment l'effet contraire que ça fait. Ouais, exactement. Les élus américains, comme j'ai dit, n'osent pas agir parce qu'on a peur, justement, parce que comme je vous ai lu tantôt, le deuxième amendement, c'est de porter une arme ou bien de former une milice. Oui. C'est un droit. Alors, si on sent que le gouvernement
veut mettre trop de lois pour restreindre le droit aux armes aux États-Unis, on aurait le droit d'avoir légal, c'est bizarre à dire, mais ce serait légal de former une milice armée pour contrer ce gouvernement-là. C'est complètement cinglé, Simon. Quelques stats, OK? Justement, tantôt, on parlait du 380 millions. Aux États-Unis, dans le monde, eh bien, ils ont le plus haut taux d'armes à feu par 100 000 habitants. On parle de 121. OK? Alors, 121 par 100... pas par 100 000, mais par 100 habitants, excuse-moi. 121 armes? Il y a 121 armes à feu pour 100 habitants. Ça veut dire qu'il y a environ, OK, 400 à 420 millions d'armes à feu en circulation aux États-Unis pour une population de 380 millions. Donc, il y a plus d'armes que de monde aux États-Unis. Je te rappelle que là-dedans, il y a des bébés, des enfants qui, logiquement, on jase, ne devraient pas toucher aux armes avant d'avoir 18 ou 21 ans. Donc, il faut que tu partages ce 420 millions d'armes-là, non pas sur 380 millions, mais sur peut-être adultes. 300 ou 250 millions. Exactement. C'est fou, là. En moyenne, puis là-dedans, il y en a qui en ont zéro. Là. On s'entend que... Ça veut dire que l'autre, il peut en avoir 6, 7, 8, 10. Je pense pas que Tom Hanks, chez eux, en Californie, il y a 8 guns. Non. OK, je pense pas. Mais t'as beaucoup de monde là-dedans qui en ont 5, 10, 15, 20, 50 armes à feu dans la maison. Et puis, ça arrive aussi, tu parlais d'enfants, ça arrive souvent que des accidents arrivent et qu'un enfant prenne l'arme de papa qui est sur sa table de chevet et puis fasse feu. C'est arrivé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois, un enfant de la maternelle qui a amené un gun à l'école et puis un accident est arrivé, il a tiré sur son prof. OK? Ça va jusque-là. Il y en a tellement... C'est tellement répandu que les accidents sont presque monnaie courante, malheureusement. Sont monnaie courante, exactement. Alors, juste pour faire un comparatif, 121 armes à feu aux États-Unis pour 100 habitants. Au Canada, 34,7 %. OK, alors c'est facile à compter. Fait une personne sur 3 a une arme à feu au Canada. Il y a plus qu'une tuerie ou un accident par arme à feu par jour aux États-Unis, Simon. Mais la plupart... Mais la plupart, 60% des accidents par arme à feu aux États-Unis, ce sont des suicides, malheureusement. Okay? Alors, 60%, 6 morts sur 10 par arme à feu aux États-Unis, c'est des suicides. En 2020, il y a eu 19 383 homicides par arme à feu, comparativement à 9 000 en 1998. Là, on est proche de l'époque en 99. Te souviens-tu de l'événement de Columbine? Oui. Au Colorado. Fait qu'il y en a plus que le double en 25 ans. Depuis la tuerie si Depuis, populaire, on va dire Columbine, là, on va situer ça à Columbine. Là. Il y a 2 fois plus de morts, d'homicides qu'il y a 25 ans. Alors, on parle de 9 000 en 98-99 à 19 383 en 2020, okay, selon les stats. En 2020, c'est pas évident. C'est fou, là. Okay? Jérémy, je pense qu'on va être obligé de peut-être en reparler la semaine prochaine ou une prochaine fois. Parce que déjà, le temps nous OK, mais une dernière stat, OK? Oui. En 2020, plus de 200 incidents en lien avec les armes à feu dans les écoles, OK? Et puis, au Texas, 4164 personnes sont décédées par arme à feu au Texas. Alors, vous voyez un peu J'en parlais, Simon, merci de m'arrêter, mais j'en parlais pendant 20 minutes. Effectivement. Mais vous voyez un peu comment que... C'est effectivement tragique. C'est tragique, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. N'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre patreon.com/SLTDH pour nous aider financièrement à hauteur de 2 $ par mois minimum. Et puis la semaine prochaine, Simon, on revient avec le lac Ojibwe-Barlow. J'ai déjà hâte. Merci, Jérémy. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, qu'on accueille tous les jeudis matins à compter de 7h15. Jérémy, bonjour. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ben, premièrement, ces coups de marteau-là, ça réveille le matin. Hein? Écoute, ça donne un sérieux coup de pouce, sans faire de jeu de mots. Mais oui, effectivement, c'est une belle publicité que mon cher Stéphane a réalisée. Ce matin, parce que tu me l'as martelé toute la semaine. Toute la semaine sur Messenger. Simon, c'est toi qui présente le sujet de ce matin. Nous allons parler du lac, parce que c'est bien un lac. Oui, un lac glaciaire, un ancien lac. Oui. Voilà. Alors, c'est le lac Ojibwe-Barlow. Tu l'as eu.
Écoute, je l'ai eu parce que tu l'as redit tantôt, parce que tantôt, je t'ai nommé de quoi, puis ça sonnait pas... C'était pas ça du tout. C'était Obi-Jouay... Kenobi. C'est comment il s'appelle le ténor, Barzetti? Ou en tout cas, peu importe. Fait que ça sonnait croche un peu, mais là, je le sais, c'est le Ojibwe Barlow. C'est de ça qu'on parle ce matin. Absolument. Et puis là, quand on parle de lac glaciaire, Simon, c'est un lac qui n'existe plus. Okay? C'est un lac qui résulte de la fonte des immenses glaciers. Mm-hmm. Avant de parler du lac, je veux te parler des dizaines de milliers d'années avant. Fait que c'est pour ça que ça va... C'est intéressant de savoir que... c'est ça. Une longue introduction, mais pour si peu de contenu. Ça met dans le contexte. On s'entend, là. Ouais, exact. Pour faire une introduction, avant d'avoir ce lac-là, Ojibwe Barlow, qui, en passant, ce lac-là s'étendait du Témiscamingue jusqu'au nord de la BTB. Et quand même. C'était un lac immense, mais je t'amène, mon cher Simon, il y a 115 000 ans. Il y a 115 000 ans, le climat se refroidit tranquillement, OK? Ça pouvait être une espèce de climat avec des états, mettons, à 0 degré environ. C'est pas glaciaire, mais c'est frais. C'est une ère glaciaire. Tu sais, mettons, là, au Témiscamingue, normalement, on a des étés de 30 degrés, mais quand tu tombes à des étés de 0 à moins 5, c'est vraiment une ère glaciaire qui s'opère il y a 115 000 ans. Ça fond pas beaucoup. Quand c'est chaud. Au contraire, ça s'accumule. Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, pendant 115 000 ans, de moins 115 000 environ à moins, je te dirais, moins 20 000, eh bien, il va faire froid. OK? Tellement froid que ça fond jamais. La neige tombe. Ça s'accumule pendant des dizaines de milliers d'années et puis ça va atteindre, mon cher Simon, je sais pas si on a des gens qui pelletent des entrées en ce moment. Vous auriez de la job si on était dans une ère glaciaire au Témiscamingue, mais ça va atteindre 4 km d'épaisseur. C'est comme le mur dans Game of Thrones. Exactement, le mur de Game of Thrones, mais puissance 222. Ben oui, parce que là, le mur, on parlait... En tout cas, façon de parler, il parlait tout de bien d'un 700-800 mètres. Quelque chose comme ça, oui. Mais là, on parle d'un 4 kilomètres. 4 kilomètres d'épaisseur de neige et de glace qui vont s'accumuler pendant des milliers d'années. Hey chérie, tu vois-tu l'asphalte? Non, pas encore, je gratte, mais... Y a-tu de l'école à matin? C'est ça, c'est ça la question. En fait, la réponse du régisseur, c'est oui, mais qu'on retrouve le boss, on va aller chercher les enfants, mais là, on le trouve plus. C'est ça. Fait que cette ère glaciaire-là va durer pendant, comme je te dis, à peu près 100 000 ans qui va faire très froid. Et puis, qu'est-ce que ça va entraîner, cette ère glaciaire-là? Ça va entraîner la baisse du niveau des océans. Okay? Bien évidemment. Ça va tellement baisser, on parle d'environ 100 mètres de moins, ce qui veut dire que la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, l'Angleterre, est reliée au continent européen. Oui. Que l'Asie, le sud-est asiatique est relié à l'Océanie, tout ce qui est Indonésie, Australie, tout ça est relié, ce qui explique le peuplement par après, quand ça va réchauffer. Ben, c'est parce que tu te rendais à pied. Ça se rendait à pied, Simon. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des Autochtones australiens. Mais aussi... J'imagine que Japon, Chine, il ne devait pas rester aussi, grand oui, eau. Hein? Oui, il ne devait pas avoir grand eau. Un petit cric. Et puis, c'est ça, un ruisseau. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui nous touche le plus, nous, c'est la Russie à l'Alaska. Oui, par le détroit de Bering. Ouais, alors la Béringie, qui est un territoire immergé, et puis que les populations autochtones asiatiques vont pouvoir, dans le fond, traverser à pied. Alors, ce passage-là va finir par un jour se remplir d'eau. Hein, quand il va y avoir la fonte, il y a environ 20 000 ans. Okay? Et puis, c'est là que ça m'amène au lac Ojibwe Barlow. Ben, j'attendais de savoir c'était où. Fait que là, c'est pour ça que je voulais que... Exactement. Mais là, c'est que le glacier... Où est-ce que ça se rendait, l'espèce de mur de 4 km, là, comme dans Game of Thrones? Ça se rendait pas mal jusqu'à, mettons, là, en Outaouais, là. Tu sais, mettons, quasiment Gatineau. C'était vraiment grand. Même au-delà, on parle même que ça pouvait même aller au-delà des Grands Lacs. Alors, c'est immense. Et puis, avec la fonte de ce glacier de 4 km d'épaisseur, Simon, tu devineras que ça va faire une méchante flaque. Ben, écoute, avant, ça devait être les petits lacs, puis là, c'est devenu les Grands Lacs, parce que c'est une monstrueuse... Mais les Grands Lacs sont le produit. Les Grands Lacs sont le produit de cette fonte de ce glacier-là. Et puis, bien sûr, le sujet de ce matin, le lac Ojibwe Barlow. Le lac Ojibwe Barlow s'étendait environ de Mont-Laurier, si on veut, là, jusqu'à la frontière de la Saskatchewan.
Quand même. Quand on parle de Grand Lac, là, ça en est un. OK? Ça couvre quasiment la moitié du Canada. C'est fou. C'est vraiment immense. OK? Alors, d'est en ouest, de Saskatchewan jusqu'à Mont-Laurier, et puis du nord au sud, du Témiscamingue jusqu'au nord, mettons, de la Sarre Nord-Métal environ. Alors, c'est vraiment immense. Il est fait sur le long. On s'entend qu'il c'est pas un lac rond. Il est fait sur le long. Non, c'est une belle grosse truite, là. Oui, absolument. Et puis, ce lac-là va rester là pendant 2000 ans. Alors, le Témiscamingue va être immergé, l'Abitibi également, pendant 2000 ans par ce lac-là, qui va finir par se vider par lui-même vers le bassin du Saint-Laurent et puis vers la baie James, aussitôt que les glaciers se retirent, et puis ce qu'on connaît aujourd'hui, dans le fond, vers l'Arctique, dans le fond. C'est quand même assez impressionnant d'essayer de le visualiser versus ce qu'on a présentement, c'est-à-dire la terre ferme. Exactement. Alors, mais c'est ça, dans le fond, en résumé, dites-vous qu'en ce moment, au Témiscamingue, on est dans le fond d'un lac qui avait plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Alors, on est dans le fond d'un lac. Et puis, qu'est-ce qui reste comme rivière et comme lac aujourd'hui? Eh bien, ce sont les cicatrices du lac Ojibway-Barlow. Ce qui reste, dans le fond, les endroits les plus creux, eh bien, encore aujourd'hui, ils sont remplis de ce lac glaciaire-là, Ojibway-Barlow. Mais c'est vrai que le lac Témiscamingue, au printemps, est quand même fret encore un peu. C'est ça. Il est très creux aussi, le lac Témiscamingue. Contrairement, mettons, si on pense au lac Abitibi, qui est pas très creux, le lac Témiscamingue, ça peut atteindre plusieurs centaines de pieds par endroit. Si on va vers entre mettons, Fabre et Témiscamingue, c'est très creux. Alors, voilà, mon cher Simon, c'était... j'ai fait un peu plus court cette semaine. Je vais m'en souvenir de ce lac Ojibway-Barlow, de par sa taille, et sa confection, c'est-à-dire il y a 100 000 ans à la fonte des glaciers. Exactement. Alors, vers moins 8000 à moins 6000, il y a eu le lac Ojibway-Barlow ici, qui recouvrait tout le territoire. Avant de partir, mon cher Simon, la page Facebook, allez aimer la page Facebook de mon podcast historique sur la Terre des Hommes podcast, et puis aussi notre Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis pour la semaine prochaine, Simon, ça fait longtemps, ça fait au-dessus d'un an que je n'ai pas de sujet, mais je te jure que je vais avoir quelque chose à raconter pour la semaine prochaine. Dans le sens que d'habitude, tu as au moins une semaine d'avance de sujets. Et là, cette semaine... plusieurs semaines, mais là, ça a donné que... La vie étant ce qu'elle est, ça roule beaucoup, et bien, je vais trouver quelque chose. Les glaciers ont fondu, mais vont se reformer. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Chronique historique en ce jeudi 9 février en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, qui prend quelques minutes de son temps. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien en ce jeudi d'école et de transport scolaire complètement annulé pour la journée. Et oui, et puis on va voir ce que tu m'as dit, c'est cet après-midi que ça risque de se compliquer. C'est vraiment après-midi et ce soir là, que les conditions vont s'envenimer. Donc oui, ce matin, de même, là, tu regardes dehors, tu fais « Ah oui, mais tantôt, là, à 3 heures... » J'ai eu la même réaction. Ouais. C'est ça. Tantôt, à 3 heures, il y en a quelques-uns qui vont se dire « Ouais, finalement, c'est une bonne affaire de ne pas envoyer les autobus à cette heure-là sur les routes. » Oui, c'est ça. Parlant de catastrophes naturelles, Simon... J'espère que c'est pas ça qui va arriver là, mais on s'entend que... Oui, tu comprends ce que tu veux dire. Je penserais pas. Mais ce matin, c'est pas une chronique historique comme les autres. Okay? C'est la première fois que je vais faire une critique cinéma, si je peux dire, une critique de documentaire, c'est-à-dire un documentaire qui est sorti sur Netflix il y a de ça, je crois, 3-4 mois, au mois de novembre. Est-ce que tu as entendu parler de la série À l'aube de notre histoire, Ancient Apocalypse? Non. Ça te dit rien? Non, vite de même, non. C'est une série documentaire, et puis là, je veux pas dire un documentaire, parce que c'est vraiment une série qui, en ce moment, dans la communauté scientifique, dans la communauté des archéologues, fait beaucoup de bruit. OK. Pour les mauvaises raisons? Pour les mauvaises raisons, okay. Exactement, parce que la série... à l'aube de notre histoire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est le journaliste qui s'appelle Graham Hancock. C'est un journaliste qui, depuis à peu près une trentaine d'années, environ 30-35 ans, auteur aussi en passant, qui écrit des livres et qui fait des enquêtes, en guillemets, sur, dans le fond, un possible apocalypse qui se serait déroulé il y a environ 14 000 à 15 000 ans.
OK. Puis là, je fais un peu un lien avec la chronique de la semaine dernière, qu'on parlait du lac Ojibway-Barlow, Simon. Oui. Tu te souviens que la fonte des glaciers a amené la création d'un lac immense, comparable à une mer intérieure, une mer d'eau douce. Eh bien, Graham Hancock, dans sa série « À l'aube de notre histoire », qu'est-ce qu'il dit, dans le fond, c'est que cette fonte de glacier-là, il y a environ, comme j'ai dit, 14 000 ans, fait que moins 12 000, moins 13 000 avant Jésus-Christ, eh bien, aurait amené une série de cataclysmes et surtout des inondations, des déluges, Simon. Et puis, quand on pense à la religion catholique, la religion juive, plein de religions dans le monde évoquent l'événement passé d'un déluge, avec l'arche de Noé, chez les... chez les Mésopotamiens aussi, avec l'épopée de Gilgamesh, si je me souviens bien, on parle d'un déluge. De façon plus fantastique, la cité d'Atlantis qui aurait... Exactement, on en parle justement de la cité d'Atlantide, oui. Atlantide, oui, voilà. Atlantis, dans le fond, c'est en anglais, c'est la même chose, là, mais que, dans le fond, on pense qu'avant ce cataclysme-là d'inondation planétaire, eh bien, il y aurait eu une civilisation avancée, une civilisation qui maîtrisait beaucoup de choses, que ce soit des connaissances faramineuses en astronomie, une intelligence là, déjà avancée là, pour son temps. Là. Exactement, une intelligence avancée, des outils incroyables, des moyens technologiques incroyables. À une époque, Simon, je te rappelle, où est-ce que il y a 15 000 ans, la planète est encore à l'état... On est à la veille de la sédentarité, mais on est encore des chasseurs-cueilleurs. Exactement. Okay? Là, on est loin de la chainsaw en bon québécois. Exactement. Alors que, dans le fond, dans la série, Graham Hancock, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se promène un peu partout dans le monde, que ce soit en Indonésie, en Turquie, au fameux site de Göbekli Tepe. Ça, c'est le prochain terme, Simon, que je veux que tu mémorises. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Oui, absolument. La semaine prochaine, on va parler du site de Göbekli Tepe. Oui, Simon. Je vais te laisser le présenter. Oui, c'est ça. Où est-ce que... C'est ça, dans le fond, il se promène un peu partout dans le monde. Aussi aux Bahamas. Oui. Où est-ce qu'aux Bahamas... il fait de la plongée sous-marine où est-ce qu'on voit des espèces de pierres qui auraient été alignées vraiment parallèlement. Puis c'est en dessous de l'eau. Fait qu'on se dit, il y a... Il n'y a pas un pecno qui est allé plonger là, mettre ça derrière pour essayer d'enfarger le monde dans leurs croyances. Exactement. Là. Mais c'est, comme on dit dans le jargon, du cherry picking. Oui. C'est de prendre des éléments qui font ton affaire pour expliquer ta théorie à toi. Les champs tout rasés des agriculteurs, des fois, disant que ça aurait été des extraterrestres, alors qu'on sait très bien que c'est le... Des gars avec des planches. C'est le farmer dans la nuit qui est allé couper ça. Il a fait « Ah non, je suis pas au courant. » Puis le lendemain matin, tout était beau rasé dans une pièce de tic-tac-toe, là, à un moment donné. Exactement. Puis ces sites-là, dans le fond, Graham Hancock, il dit « C'est impossible que ce soit des peuples de chasseurs-cueilleurs, qui aient construit ces sites-là tellement c'est compliqué. » Une intelligence avancée. Là, Exactement. Mais lui, c'est sa théorie. C'est impossible que des chasseurs-cueilleurs aient bâti ça. Le site de Göbekli Tepe, le fameux site aux Bahamas, etc. Mais faut pas oublier que l'archéologie, on en apprend à tous les jours, OK? Et puis, ça serait quoi la raison? Parce que dans la série, il critique beaucoup la communauté des archéologues, un peu fendant, je te dirais, il essaie de passer un peu le message de « on nous cache des affaires ». C'est vraiment malsain, si je peux dire. Tu sais, en même temps, là, tu regardes aussi certaines choses, je te donne juste un parallèle avec les pyramides, là. C'est quand même des humains avec de l'huile, des constructions incroyables, des cordes, des blocs, puis des chevaux ou des bœufs qui traînaient tout ça, qui ont construit ces architectures gargantuesques que sont les pyramides, le Sphinx.
C'est incroyable. Tu dis à un gars, fais une pyramide aujourd'hui, ça prendra pas 3 semaines. Ça prend de la machinerie. Bon, on s'entend, c'est des blocs. Qu'on parle du site du plateau des pyramides de Gizeh, qu'on pense au site du Machu Picchu au Pérou, que le top d'une montagne, Simon, a été rasé pour construire le site du Machu Picchu. Mais c'est bizarre, hein? Dans cette série-là, Graham Hancock ne parle pas du Machu Picchu des pyramides. Comme j'ai dit, c'est du cherry picking. C'est ça. Il a choisi les informations qu'il voulait traiter parce qu'il savait que ceux-là, les pyramides, sont un peu plus vérifiables et contredisent un peu sa théorie qu'il y aurait eu une intelligence avancée à l'époque, puis que c'est pas les gens normaux qui auraient construit ça dans le temps. Exactement. Et puis, dans le fond, pour expliquer ça, on parle justement de peuple de chasseurs-cueilleurs. C'est quand même quelque chose de dire que c'est impossible que des chasseurs-cueilleurs aient fait ça. N'oublions pas que à l'époque où est-ce que ces sites-là ont été construits, si je peux dire, d'après les connaissances qu'on a, les recherches qu'on a faites, on est à seulement 1000 ans ou 2000 ans du début de l'agriculture. Enfin, il n'y a pas grand temps. 2000 ans dans l'histoire humaine, Simon, c'est rien. C'est vraiment rien. Alors, pourquoi pas que, justement, des peuples de chasseurs-cueilleurs aient fait ça? Puis, en plus, dans le temps, il faut pas oublier que qu'est-ce qu'on a le plus à cette époque-là? C'est le temps. Oui. On a du temps. OK? Pendant... c'est sûr que les chasseurs-cueilleurs ne faisaient pas d'agriculture, mais par après, quand il va y avoir les premiers peuples qui font de l'agriculture entre les fleuves... le fleuve Tigre et l'Euphrate, pendant l'hiver... pendant l'automne, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, le plus beau spectacle qu'on peut avoir dans ce temps-là, Simon, c'est de regarder le ciel, de regarder les astres, d'étudier les étoiles. Et puis, il y a plusieurs temples, dont un temple dans la série que je te parle à Malte, sur l'île de Malte, dans la mer Méditerranée, que les temples sont alignés vers l'étoile Sirius, OK? Dans le fond, qui arrive dire... Ouais. C'est le gars qui... La radio. La radio. Et puis, dans le fond, c'est aligné directement vers cette étoile-là au solstice d'été et d'hiver et les équinoxes de printemps et d'automne. Et puis, c'est ça, dans le fond, dans cette série-là, on dit c'est impossible. Voyons, des chasseurs-cueilleurs n'ont pas fait ça. N'ont pas pu faire ça. Oui, c'est possible, justement, à cause du temps et que ces gens-là, Simon, avaient beaucoup de connaissances astronomiques. Il ne faut jamais douter de l'intelligence de l'être humain, quelque époque qu'il ait vécu. Exactement. Dernière chose, je sais que le temps file, puis je parlerai pendant une demi-heure, mais c'est vrai que c'est sûr qu'il y a eu des inondations avec la fonte des glaciers. Justement, les fleuves du Tigre et de l'Euphrate sont le produit direct de cette fonte-là extrême qui a amené des histoires de déluge, justement. C'est certain. Et puis, dernière chose, on n'a trouvé aucune trace. Quand on parle justement de l'Atlantide ou d'un autre peuple, une autre civilisation très évoluée, c'est bizarre quand même qu'on ait trouvé aucune preuve vraiment. Tu sais, un outil, Simon, un objet quelconque qui n'appartient pas à son époque, on n'a rien trouvé de ça. Je sais que là, il y en a qui vont dire, ben oui, mais justement, les sites qui parlent, c'est les preuves. Désolé, mais non. Il manque les objets, les outils qui ont été utilisés pour faire ces fameux sites-là. Et puis, je répète encore, pourquoi la communauté archéologique mentirait au monde entier? Ça serait, Simon, la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, quasiment, de savoir qu'avant l'agriculture, pendant qu'on pensait qu'on était des chasseurs-cueilleurs, il y avait une civilisation très évoluée. Ça serait incroyable comme découverte. Alors voilà, mon cher Simon, pour ce matin. Je vous rappelle d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, si ça vous tente de devenir un membre Patreon pour nous encourager dans notre quête de vérité, justement, historique, eh bien, c'est le patreon.com/SLTDH. Jérémy, c'est toujours un plaisir. Merci. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que nous accueillons ce matin. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon, comment vas-tu? Ça va très bien ce matin, en ce jeudi où on s'attendait à peut-être plus de problèmes point de vue circulation, mais ça semble quand même pas si mal. C'est vraiment la journée d'hier qui a été plus difficile. Exactement. Aujourd'hui, dans quel monde plonge-t-on?
On plonge dans le monde de la Saint-Valentin. Là, je sais que ça fait 2 jours que c'est passé, mais... jamais trop tard. Je voulais faire une chronique sur la Saint-Valentin, mon cher Simon. Jamais trop tard pour dire à l'être aimé qu'on l'aime. La Saint-Valentin, c'est toute l'année. Absolument. Mais le 14, c'est là que tu vends du chocolat et des fleurs. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va regarder une petite chronique, une toute petite chronique où est-ce qu'on va relater les origines de la Saint-Valentin, d'où ça vient, cette histoire-là. Et puis, comme tu as si bien dit, Simon, journée où on manifeste notre amour, où on s'échange de petits cadeaux coquins ou chocolatés le 14 février. Mais d'où ça vient exactement? Ça vient de l'Empire. Pour être franc, je ne sais pas en termes de vieillesse. Il y a des fêtes que tu sais de où ça vient. Bon, Noël, on ne pose pas la question, mais dans le sens que la Saint-Valentin, je ne m'étais pas posé la question depuis quand. Exactement. C'est vieux de plus d'un millénaire, Simon. Wow. C'est vraiment vieux. Comme les origines, la fête de la Saint-Valentin, on la fête vraiment depuis, je te dirais, le Moyen-Âge. Mais d'où ça vient? Premièrement, on va aller aux origines des origines, c'est-à-dire avant la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'il faut pas oublier que toutes les fêtes qu'on peut dire religieuse, liturgique. Quand on parle de Saint-Valentin, on s'entend que c'est à cause de la religion catholique, de ce cher Saint-Valentin. Mm-hmm. Mais ça remonterait à l'Empire romain. À l'époque, vers le 15 février, vers la mi-février environ, il y avait une fête dans l'Empire romain qui s'appelait la fête des Lupercales. Et la fête des Lupercales, c'était une fête où est-ce que les prêtres romains, les prêtres de la religion romaine, qu'est-ce qu'ils faisaient en gros, c'est qu'ils sacrifiaient des chèvres et puis qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite, c'est qu'ils buvaient jusqu'à en perdre la raison. Ensuite, prenaient des lambeaux de chair de chèvre et se promenaient comme ça, un peu en état d'ébriété dans les rues de Rome. Ça c'était l'origine de la Saint-Valentin. Ouais, je sais que ça part rough à matin. ça part rough à matin, mais ça ressemble à ça. Donnons-leur le bénéfice du doute qu'ils étaient dans une époque où il y avait gladiateurs et une époque plus violente, on s'entend, exactement. C'est ça, où est-ce que les sacrifices de chèvres étaient plus communs. C'est un petit mardi, ça, là, comparé à ce qu'on pouvait voir dans le Colisée et autres arènes de batailles humaines. Là, exactement, c'était des choses qu'on voyait souvent dans la rue. Alors, l'Empire romain jusqu'en 476. Exactement. Okay. Exactement. On estime environ, mettons, l'Empire, l'époque romaine, je dirais, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Fait qu'il y a quasiment 1000 ans quand même, cet empire. Alors, c'est ça, les Lupercales, ces prêtres un peu en boisson qui se promenaient avec des lambeaux de chèvre sur le dos. Ouais, en boisson, ils boivent du sang, fait que... Non, mais c'était vraiment de l'alcool pour rentrer quasiment en communication avec les dieux. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient, les prêtres? C'est qu'en plus de ça, avec ces lambeaux de chèvre et en état d'ébriété, eh bien, ils essaient de toucher le monde. Et puis... de tout pour rassurer la population. Les gens voulaient, parce que c'était les Lupercales, alors on voulait être touché par ces prêtres qui étaient en contact directement avec les divinités romaines. Et puis, surtout, Simon, les femmes enceintes... les femmes et les femmes enceintes se disaient que tu te fais toucher par lui, tu es enceinte, c'est sûr que ça va bien aller, puis tout va être bon. À une époque où est-ce que l'accouchement est vraiment difficile, Simon, et puis là, je ne parle pas de l'origine de la césarienne qui vient de l'Empire romain avec César, justement, où est-ce qu'on a pratiqué une première césarienne, mais on disait que pour les femmes enceintes, il n'y avait aucun danger. Si tu étais touché par un de ces prêtres pendant les Lupercales, eh bien, ça allait bien aller. Ça allait bien aller pour l'accouchement. Et puis, pour celles qui tentaient de tomber enceinte, eh bien, c'était peut-être... ça pognait. Ça pognait. C'était la fertilité allait être au rendez-vous. C'était les huîtres d'autrefois. Exactement. Mais d'où vient ce nom de la fête de la Saint-Valentin? Là, je te parle Valentin, j'imagine. Exactement. Mais... Ça vient d'une personne qui s'appelait Valentin de Terni. Un Italien qui a vécu au 3e siècle, au 3e siècle pendant le règne de l'Empire romain. Oui. Le règne de l'empereur romain Claude II dit le Gothique. Il y a du mascara noir, puis les cheveux longs, puis... Il écoutait du Green Day. Mais...
Alors, pendant le règne de Claude II le Gothique, il y avait Valentin de Terny qui, lui, a été arrêté, torturé et décapité par les autorités romaines, mon cher Simon, parce qu'on l'accusait de marier les soldats romains. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque de l'Empire romain, les soldats n'avaient pas le droit de se marier, de ne pas avoir d'attache. Alors, l'empereur romain ne voulait pas que ses soldats aient d'attache, alors ne soient pas mariés. Oui, puis parce que j'imagine que ça te donne un peu une idée de, ben là, je n'aurais pas me faire tuer pour lui, j'ai une famille qui m'attend, être moins brave, être moins aventureux, alors, on voulait principalement les célibataires. Alors, quand on a su que Valentin de Terny pratiquait des mariages dans le bois comment je dirais ça, à l'abri de tous, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà. Un peu comme dans Cœur Vaillant, là. Oui, exactement. C'est un peu cette scène-là dans Cœur Vaillant, un excellent film en passant, avec Mel Gibson, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, dans le fond, quand on a su ça? C'est que Valentin de Terny, on l'a arrêté, torturé et décapité. Alors, il est devenu un martyr, un martyr catholique par après. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu Saint-Valentin. Lui, ce qu'il voulait, c'était procurer cet amour-là défendu aux soldats romains, de leur dire non, vous avez le droit à l'amour, allez vous marier, puis je vais le faire pour vous. Là, exactement. Et puis, à partir de là, je dirais vers le 3e siècle, jusqu'au 14e siècle, alors pendant quasiment 1000 ans, on célébrait Saint-Valentin non pas comme le martyr de l'amour, mais bien comme le patron des apiculteurs. OK, là, trouve pas le lien, et des fiancés. Alors, le patron des apiculteurs et des fiancés. Api, ça, c'est guêpe, abeille? Oui, c'est ça, exactement. Alors, le dieu de ceux qui font du miel. On salue Miel Abitémis en passant. Tout à fait. Et puis, voilà. Alors, jusqu'au 14e siècle, c'était ça. Alors là, on est en plein Moyen-Âge, dans les années 1300. Par après, c'est là qu'on a vraiment qu'on a associé Saint-Valentin à la fête de l'amour avec ce 14 février. Et puis, Cupidon dans tout ça, mon cher Simon. D'où vient Cupidon? Le lanceur de flèches de l'amour. Exactement. Eh bien, Cupidon, c'est un dieu romain qui vient de l'Empire, qui vient du temps de l'Empire romain, Cupidon. Et puis, dans le fond, il a été associé à la fête de la Saint-Valentin, justement, à cause des origines de la fête des Lupercales, justement. Et puis, c'est le dieu de l'amour. Et puis, Cupido, en latin, Cupido veut dire désir. Est-ce que c'était un petit garçon, les cheveux bouclés blonds avec vraiment un dieu bébé, oui, un dieu enfant, potelé, qui lance des flèches comme ça aux amoureux. Et puis, fait que là, la Saint-Valentin, on fêtait ça. On fêtait ça du 14e siècle jusqu'au 20e siècle. Et puis, au 20e siècle, en 1969, le clergé catholique a aboli tout son calendrier de fête des saints. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque jour de l'année, Simon, c'est la fête d'un saint ou d'une sainte. Alors, en 1969, même la fête de la Saint-Valentin y est passée, mais on la fête toujours, c'est quand même resté dans les esprits, même si dans le calendrier catholique romain, on l'a aboli. Et puis aujourd'hui, Simon, je vais terminer là-dessus, aujourd'hui, le 16 février, c'est la fête de Sainte-Onésime et de Sainte-Julienne. OK. Voilà. Fait que ça montre qu'aujourd'hui, on ne fête pas la Sainte-Julienne ou la Sainte-Onésime. Sainte-Julienne, ça, c'est pour manger des frites petites, là. Oui, c'est ça, exactement. Ces frites-là. Alors, c'est la fête des frites juliennes. Alors, voilà, Simon, pour cette petite chronique de Saint-Valentin. N'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis là, Simon, je te l'annonce comme ça live. Je t'en ai pas parlé avant, mais je vais être absent pour les 2 prochaines semaines. Ça arrive des fois, hein? Ça arrive quelques fois, alors on se revoit dans 2-3 semaines, mes chers amis. Sans problème. Merci, mon cher Jérémy. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Hey, ça va super bien ce matin, parce que je savais que tu serais là. Donc, ça longtemps, là. Ça fait... Écoute, t'étais parti 3 semaines. en Tchétchénie, et là...
t'avais des fouilles archéologiques à faire. Oui, pour mes chroniques. C'est ça. Puis là, t'es revenu avec 2-3 bouchons de Coca-Cola, puis finalement, c'était... C'était ça. Ouais. Mes découvertes, c'était ça. T'as pas trouvé tout ce que tu voulais, mais quand même, on a pu faire un petit bout. Tu as trouvé le fouet d'Indiana Jones? Oui, aussi. Oui, et puis son chapeau. Oui, bien sûr, ça prend le chapeau. Et un Harrison Ford un peu trop surpris de me voir entrer dans sa cour. Oui, qui a fait comme, pourriez-vous dégager cet individu de ma propriété, s'il vous plaît? De quoi parle-t-on aujourd'hui, mon cher? Ben écoute, Simon, la raison pourquoi que je n'étais pas là, premièrement, je suis allé en vacances pendant la semaine de relâche. Oui. Et puis, la semaine dernière, j'avais un gros rhume que tu peux l'entendre. Il reste encore quelques matous dans la gorge. Il reste un petit peu de Joe Cocker dans la voix, là. Oui, exactement. Et puis, je ne viendrai pas chanter de chansons ce matin. C'est bien correct, on comprend ça. Mais je vais venir parler de la révolution cubaine, parce que je suis allé à Cuba pendant la semaine de relâche. Oui. Et puis, ce pays-là, c'était la première fois que je voyageais, la première fois que je sortais du pays, en fait. Oui, parce que toi, à part Fab, là, t'es pas allé plus au sud que ça. C'est ça, Fab, et puis, là, t'es mis quand même un peu. Hein, un peu, c'est ça. Mais c'est ça, c'était la première fois que je sortais du pays. Et puis, Cuba, c'est un endroit qui m'a émerveillé, mon cher Simon. Oui. Mais aussi qui m'a un peu choqué. OK, puis je vais expliquer ça dans la chronique pourquoi. C'est pas une chronique voyage que je fais, mais vraiment historique. Pour ceux qui sont allés à Cuba, ils savent de quoi je parle, mais d'où ça vient, ça, Cuba, de cette comment je dirais ça, cette ambiance un peu... tu sais, on a des resorts où est-ce que tout est fourni, où est-ce que c'est l'abondance. Le clash entre les resorts et les bidonvilles. Là. Exactement. Ben c'est quasiment du bidonville, exactement. Puis en même temps, il faut se dire que c'est sûr qu'on n'a pas le même climat au Québec qu'à Cuba, OK? Mais moi, qu'est-ce qui m'a vraiment désenchanté, c'est de partir de l'aéroport et puis de me rendre à l'hôtel. Oui. Où est-ce que, justement, là, tu parcours les routes... c'est à peu près 1 heure, je te dirais. Et puis là, tu vois vraiment la grosse différence. Et puis, c'est... La misère, la pauvreté. C'est la misère, la pauvreté. Et puis, d'où ça vient, ça, justement? Eh bien, il faut savoir que Cuba a été une colonie espagnole, okay, jusqu'en 1902. Et puis, par après, quand Cuba a obtenu son indépendance, c'est devenu très fortement dépendante des États-Unis, okay, dû à sa géographie. Il faut dire que Cuba, là, c'est à 200 km de la Floride. Okay, c'est pas très loin, quasiment, là. Tu es sur la plage, tu t'en vas quasiment à Floride. Là, on s'entend, là. C'est une image que je fais, là, mais à 200 km de la Floride, les États-Unis ont jeté un peu leur dévolu sur Cuba au début du 20e siècle. Et puis, en 1952, les États-Unis ont aidé à mettre au pouvoir un certain Fulgencio Batista, qui a installé une dictature sur l'île de Cuba. Alors, 1952. Et puis, les États-Unis, justement, vont reconnaître Batista comme le dieu président, le président légitime de Cuba. Et puis, ils vont fermer les yeux sur qu'est-ce qui se passe sur l'île. Et puis, qu'est-ce que Batista va faire, justement? Qu'est-ce qu'il va faire pour un peu remercier les Américains de reconnaître son régime? Eh bien, il va ouvrir grandes les portes aux États-Unis aux intérêts américaines et surtout à la mafia. Oui. Okay, la mafia américaine qui va s'emparer de cette opportunité, pour faire construire des casinos, vendre des armes, installer des réseaux de prostitution, toutes des belles affaires blanchiment d'argent, tu sais, toutes des belles affaires. Là, pour le monde, la population là, de la place. Exactement. Fait que ça va devenir Cuba, malheureusement, tu sais, 1902, fin de la colonisation espagnole. Il va y avoir un 50 ans de relative liberté. Puis, à 1952, ben là, les Américains, ça va devenir quasiment une colonie américaine, il faut se le dire. Là. Oui. Et puis là, c'est là que le pays va être gangréné par la corruption. Et puis c'est là qu'un jeune avocat du nom de Fidel Castro, en 1953, qui va tenter de prendre pas prendre le pouvoir, mais d'installer une espèce de révolution à l'intérieur de l'île de Cuba. Et puis, il va s'attaquer premièrement avec des révolutionnaires, des amis révolutionnaires, à une caserne militaire de Santiago sur l'île de Cuba. Et puis, ça va être un échec, va être arrêté, jugé et, dans le fond, jugé à aller purger 2 ans en prison. À sa sortie
Fidel Castro va s'exiler au Mexique, où est-ce qu'il va préparer un plan vraiment de révolution, un plan renforcé de révolution à l'aide d'un certain Ernesto Guevara. Ah oui. Dis le Che. Le Che. Oui. Est-ce que tu connais Che Guevara? Oui, j'ai vendu des t-shirts, beaucoup. Ben, c'est justement. Tu vas à Cuba, là, Simon, là, il y a des t-shirts de Che Guevara, des aimants avec Che Guevara. Écoute, c'est la figure emblématique de Cuba. Oui. Che Guevara, qui n'est pas cubain, hein, c'est un Argentin. Exactement. Hein, c'est un Argentin, mais qui va aider grandement à la cause de la révolution cubaine. Vont réussir à entrer sur l'île de Cuba en 1956 au sud-est dans la région de la Sierra Maestra. C'est une espèce de région montagneuse de l'île de Cuba. Et puis là, c'est là qu'ils vont s'installer les révolutionnaires cubains et puis vont affronter les troupes de Batista qui vont venir les affronter dans ces montagnes. Ils vont pratiquer la guérilla, c'est-à-dire de l'escarmouche, un peu de se cacher, etc. Et puis vont réussir avec les années à les repousser. Ça va être une guerre de 2 ans. Et puis, en 1958, en décembre 1958, les révolutionnaires vont prendre Santiago et Santa Clara et puis vont marcher par la suite vers La Havane, où est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir, acclamé par la foule, par la population cubaine qui en avait assez de ce régime de Batista. Mais là, tout a de l'air rose. Hein? Je parle de Fidel Castro comme « wow, c'est le sauveur ». Mais non, Simon, parce que Fidel Castro va prendre le pouvoir, va installer à son tour une dictature, et puis une dictature qui va être grandement aidée par l'ennemi juré des États-Unis, l'URSS. Oui. Et puis, je vais arrêter là-dessus. Parce que la semaine prochaine, je vais continuer avec la crise des missiles, parce qu'il va y avoir un grand conflit entre... Les fameux missiles à Cuba. Hein? Exactement, la baie des cochons, la crise des missiles. Alors, on va parler de ce conflit-là qui va opposer Cuba et l'URSS aux États-Unis. Aux États-Unis, ben oui. États-Unis. Le sauveur Fidel Castro. Hein? Ouais, qui va... c'est ça. Qui a sauvé une fois, mais qui sauvera pas après. C'est ça qui arrive. Exactement. Alors... très intéressant. Oui, merci beaucoup, mon cher Simon. Et puis, c'est ça, j'ai hâte déjà la semaine prochaine. Je continuerai pour faire un 20 minutes, mais je vais arrêter là. C'est ça, on va s'en reprendre la semaine prochaine. Ça fait trop longtemps, ça fait 3 semaines. Alors, merci Simon, merci à tous. Et puis, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Et puis, le patreon.com/SLTDH si vous voulez nous encourager, le podcast d'Histoire sur la Terre des Hommes, à hauteur de 1 ou 2 $ par mois. C'est très apprécié. Alors, à la semaine prochaine. 7h15, chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard, qui est avec nous en studio. Bien le bonjour, Jérémy. Bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien ce matin, surtout que l'on conclut notre épopée de crise de missiles entre Cuba, les États-Unis, la Russie et autres, parce que justement, ça a donné que... Comme ça, par hasard, tu allais faire un petit tour dans le sud et ça t'a fait penser, justement, de parler de Cuba avant de revenir au Témiscamingue. Oui, puis ça m'a ravivé quelque chose, dans le fond, parce que Cuba, c'est tellement une histoire riche... mon cher Simon. Surtout... Malheureusement, façon de parler, il s'en est passé beaucoup de négatives, mais aussi de positives, mais l'histoire est très riche à Cuba, effectivement. Exactement. Et puis, l'une de ces pages d'histoire de l'histoire de Cuba, c'est bien sûr la crise des missiles. Puis comme j'ai dit la semaine dernière, c'est dans le fond une deuxième partie, si on peut dire. La semaine prochaine, on va revenir avec des histoires bien de chez nous. Hein? Alors, la crise des missiles de 1962, comment ça commence? Premièrement, il faut dire que la crise des missiles, on entend ça, puis on a l'impression que ça a duré 1 an. Ça a juste duré 2 semaines, mon cher Simon. C'est juste parce que ça a fait tellement un tollé aux nouvelles. Avec raison, parce qu'on... oui, c'est des missiles, là, c'est pas rien. C'est pas des ballons qui flottent. Là. Exactement. C'est des missiles, quand même, des missiles balistiques nucléaires qui ont été installés sur l'île de Cuba. C'est entre le 16 et le 28 octobre 1962 que ça va se dérouler, cette crise des missiles. Et puis, on a failli, là, on a passé à 2 cheveux, Simon, vraiment, d'entrer en guerre, en 3e guerre mondiale, mais celle-là atomique. Oui.
On sait que qui aurait pu être fatal, là, vraiment. Là. C'est les X-Men qui ont tout arrêté ça là, dans le... Oui, absolument. Avec Wolverine avec et Magneto là, qui a tout arrêté les missiles. On le sait que c'est de même, ça a fini. Là. Et sans oublier le professeur Xavier. Oui, c'est ça. En touchant ses tempes et en contrôlant. Mais ça, il y a la pensée des gens. Ouais. Exact. Il n'y a pas un film des X-Men, justement, où est-ce qu'il y a une espèce de crise de Cuba? Le X-Men Retour à l'âge, où justement l'histoire du film se passe dans ce bout-là. Puis il y a la bataille russe-États-Unis avec les missiles. First Class, exactement. J'avais réécouté ce film. Et c'est Magneto qui arrête tous les missiles avec sa main parce qu'il contrôle le métal. C'est pour ça que je t'ai fait la blague en disant on sait que c'est les X-Men qui ont tout arrêté ça, mais sans moi. Oh, c'est niaiseux. Mais c'est ça, on a passé vraiment à un poil vraiment de passer en Troisième Guerre atomique, Troisième Guerre mondiale. Et puis, tu sais, il faut dire qu'on est à seulement 17 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. On est encore dans ce climat de guerre froide, hein, l'espèce de guerre psychologique entre les États-Unis et l'URSS, la Russie d'avant, bien sûr. Et puis là, la crise des missiles, on va commencer avec comment ça commence, hein, pourquoi Fidel Castro s'est jeté dans les bras de l'URSS comme ça. Une des explications, c'est la fameuse tentative d'invasion de la baie des Cochons en 1961. Juste pour résumer, la baie des Cochons, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des exilés cubains qui demeuraient aux États-Unis, qui ont tenté et puis aider des Américains, bien sûr. OK? C'est pas des exilés cubains qui sont partis en chaloupe et on essaie de prendre Cuba. Là. Ils ont été aidés vraiment par le gouvernement américain à prendre, dans le fond, à entrer à Cuba et puis de prendre le contrôle, de renverser le gouvernement de Fidel Castro. Ce qui va se solder, mon cher Simon, par un cuisant échec. Ça ne marchera pas. Et puis, c'est là que les tensions vont vraiment monter entre Cuba et puis le gouvernement de JFK, de John F. Kennedy, aux États-Unis. Oui. Alors, on est vraiment avec des tensions qui sont à leur comble. La guerre froide, on est en plein dedans. Je pense que c'est le pire de la guerre froide, les années 60. Et puis, depuis l'arrivée de Fidel Castro à Cuba, ils entretiennent des liens très étroits avec l'URSS, comme j'ai dit. Et puis là, ça va s'accentuer avec cette tentative d'invasion de la baie des Cochons. Et puis, ils vont tellement vouloir se rapprocher de l'URSS que Fidel Castro va accepter de stationner des missiles balistiques. Là, c'est pas n'importe quoi. Il va accepter de stationner des missiles balistiques nucléaires sur l'île de Cuba. Hey, c'est pas des missiles, Simon, qui étaient capables de se rendre jusqu'à Montréal. OK? Des missiles à petite et moyenne, quasiment grande portée. Quand on pense la distance entre Cuba et puis Montréal, on parle de plusieurs milliers de kilomètres. Oui. Alors, ces missiles... Sur une cible précise, on s'entend. Exactement. Pas juste, drop ça à peu près... Non, on pouvait... On était capable, dans les années 60, justement, de viser, mettons, une ville comme New York et puis Montréal, et puis que la cible... que la cible soit atteinte, exactement. C'est le 14 octobre 1962 qu'un avion espion américain va découvrir sur l'île de Cuba une espèce de camp où est-ce qu'il y a des abris. Puis là, on va vraiment découvrir avec des photos qu'il y a des missiles à Cuba, des missiles nucléaires. C'était caché sous des bâches qui étaient comme kaki, là, dans le sens que ça recouvrait sur le dessus. Ouais. Donc, en photo, il fallait être... allumé pour les voir comme il faut, mais sinon tu passais comme ça en avion, puis on reconnaissait, et puis surtout c'est qu'on a reconnu un des missiles, parce que Cuba n'est pas capable, n'a pas d'armes nucléaires dans les années 60, même aujourd'hui en 2023, OK? Mais on a reconnu la forme d'un missile soviétique. Oui. Et puis là, on fait les... ça a mis la puce à l'oreille. C'est ça, on a la puce à l'oreille, puis on fait les connexions. OK, ce sont des missiles nucléaires, et puis c'était vraiment ça. Et puis là, ça commence, cette espèce de crise des missiles. Le président John F. Kennedy va être informé de la situation, va prendre quelques jours pour prendre une décision, et avec, bien sûr, ses conseillers. Et puis, prend la décision lui-même d'installer un blocus maritime autour de l'île de Cuba. Et puis ça, en temps normal, et puis du côté de Castro et puis de son gouvernement, ça va être vraiment interprété comme une déclaration de guerre. Oui. Okay? De faire un blocus autour d'un pays
pays indépendant, c'est une déclaration de guerre. Imaginez si les États-Unis faisaient un blocus autour des côtes atlantiques et pacifiques du Canada, eh bien, tu nous empêches de vivre, eh bien, c'est une déclaration de guerre. Ça prendrait juste beaucoup plus de bateaux que Cuba, là, parce que... Ouais, c'est ça. La grandeur qu'on a, ouais, exactement. tu veux bloquer tout le spot, j'espère t'en as des chaloupes. Exactement. Et puis, John F. Kennedy va menacer l'URSS après tout ça. Eh bien, on va entrer en contact avec le président, pas le président, mais le secrétaire général de l'URSS de l'époque, qui s'appelait Nikita, attention, Khrouchtchev. Khrouchtchev, oui. Un autre mot à mettre à ton lexique, mon cher. Alors, oui, je l'avais déjà entendu, mais oui? Je me rappelle pas son visage, là, parce que moi, celui que j'ai de la Russie, c'est Michael Gorbatchev avec la tache de naissance. Oui, sur la tête. absolument. Mais Gorbatchev. Khrouchtchev, je l'ai jamais vu, mais je l'ai déjà entendu dans un sketch. Oui, c'est celui qui va prendre la place de Joseph Staline à sa mort dans les années 50. Voilà. Alors, il y a une discussion entre Kennedy et Khrouchtchev, justement pour trouver une solution à cette impasse, si je peux dire, mon cher Simon. Et puis, on demande du côté des Américains que ces missiles-là soient démantelés et démontés et puis renvoyés en URSS. Et puis là, va s'en suivre une joute diplomatique entre les États-Unis, l'URSS et les Nations Unies. Oui. OK? Avec le secrétaire général qui s'appelait Hugh Tent. Un autre... On dirait une marque de quelque chose. Hugh Tent. Alors, le nouveau Hugh Tent, seulement. 199. Ouais, c'est ça. Mais Hugh Tent, qui était le secrétaire général de l'ONU, eh bien, on n'en entend pas beaucoup parler dans cette résolution de la crise des missiles, mais c'est vraiment lui qui va résoudre l'impasse. Et puis là, on va trouver un compromis. Alors, on va demander aux États-Unis de ne plus essayer d'envahir Cuba, s'il vous plaît. OK? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Et puis, un élément important, les États-Unis ont des missiles balistiques, eux aussi, pointés vers l'URSS, en Turquie et en Italie notamment. OK? Fait que faut pas penser que, oh non, pauvre nous autres en Amérique du Nord, on a des missiles balistiques vers nous. Non. Les États-Unis en avaient de pointer vers l'URSS, mon cher Simon. Alors, Khrouchtchev va demander, t'enlèves tes missiles en Turquie et en Italie, t'essayes plus d'envahir Cuba, et puis nous, on va démanteler les missiles qu'on a sur l'île de Cuba. Et puis, c'est ça qui va se passer, mon cher Simon. Et puis, après cette crise des missiles, eh bien, on va installer un moyen de communication direct, parce que là, on a passé par l'ONU, etc. On était vraiment, comme j'ai dit, on était à un cheveu là, d'une guerre atomique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, le fameux téléphone rouge. Voilà. Alors, la ligne directe entre Washington et Moscou, qui existe encore, mais qui est plus symbolique aujourd'hui. On s'entend que c'est plus la ligne dure, tu sais, c'est un téléphone des années 60. Là. Alors, s'il y a un conflit, justement, un conflit comme l'Ukraine, eh bien, Biden, sûrement, peut envoyer un messenger à Poutine. Il appuie sur Redial. Ouais, c'est ça. peut contacter Vlad. Alors, le messenger rouge pour aujourd'hui. Voilà. Alors, c'était ça, la crise des missiles, mon cher Simon. La semaine prochaine, je n'ai pas encore décidé du sujet, mais je vais être là. En attendant, je vous invite encore à aller rejoindre, à aller aimer et suivre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Mon podcast d'histoire que je fais à toutes les semaines avec Jonathan le prof. Et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH, si vous désirez nous encourager un peu, à hauteur de 2$ par mois, c'est toujours apprécié. Alors, à la semaine prochaine, mon cher Simon.